A lot more expensive than flying. More bottled and it hurt. Voilà. Et c'est parti. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter les personnes qui interviennent aujourd'hui. Donc, nous avons Charlotte Puiseux, qui est à l'université, je ne sais plus à quel niveau, tu es doctorante? En deuxième année. Voilà, en deuxième année de doctorat. Nous avons Nadira Albertin, qui est une afroféministe 2.0. Nous avons moi-même, qui suis Amandine Gay, scénariste, réalisatrice, et je vais reprendre mes études en sociologie l'an prochain au Canada. Et puis nous avons Noémie Lombard, qui est aussi... T'es doctorante aussi? Docteur master? Oui? Ok. Et qui est aussi performeuse, et qui sera donc notre dernière intervention, puisque c'est elle qui va donc danser à la fin, vous avez vu les tapis et tout. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Alors, déjà, c'est très... Alors on remercie Florence et Alexandrine qui nous ont invités, puisque c'est très rare dans l'espace francophone d'avoir une table ronde avec des personnes qui ne sont pas universitaires en poste, et en plus qui sont, même pour certaines, pas du tout à l'université, qui viennent du monde militant. Et donc, pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait voilà, cette table ronde où il y a des femmes queer of color et des femmes queer handi. Donc ça, c'est très important et ça nous fait très plaisir. On a donc décidé de prendre comme cas pratique, en tout cas comme introduction, sur la question des enjeux politiques de traduction, l'invitation qu'il y avait à participer à ce colloque, parce qu'il y avait comment on va dire, un lapsus dans les thématiques, où il y avait écrit des propositions portant sur les violences spécifiques que peuvent ou ont pu subir les gays of color. Et donc, en fait, gay of color n'existe pas vraiment dans le monde anglo-saxon, et encore moins en France. Et donc, on voulait montrer comment queer of color, qui devient gay of color, même par lapsus, c'est justement une façon c'est une traduction qui est problématique, et donc on va expliquer pourquoi dans mon introduction. Ensuite, on vous parlera de pourquoi et comment le handicap s'inscrit dans le queer of color. On verra ensuite en quoi le vocabulaire fait partie d'enjeux politiques, de traduction. Et puis, on verra dans la dernière partie comment justement les personnes concernées, les minorités, se réapproprient le vocabulaire, créent du vocabulaire et arrivent à transcender les oppressions ou les discriminations dont ils et elles sont victimes au travers de l'art pour ce qui nous intéresse. Donc, la question du queer of color et de l'emploi de gay à la place du mot queer. Gay, ça ne renvoie qu'à l'orientation sexuelle, alors que queer, ça désigne autant l'orientation sexuelle que le genre et aussi que le champ des pratiques sexuelles. Le mouvement queer, ça peut être aussi vu comme un mouvement de convergence des luttes féministes et LGBT, et donc ça, ce sont autant de dimensions que le mot gay, l'emploi du mot gay, efface. D'ailleurs, quand on veut faire exister le mot queer, on ne peut pas comprendre les études queer si on efface la notion de genre. Et sur le plan politique, traduire queer par gay, ça participe à l'invisibilisation des sexualités multiples, des identités de genre et des rapports de pouvoir. Donc, un petit retour sur qu'est-ce que queer. Queer, c'est la réappropriation de l'insulte comme outil d'émancipation. Queer, à la base, en anglais, c'est une insulte qui veut dire étrange, déviant, bizarre. Donc, se définir comme queer, c'est se réapproprier l'insulte pour la transcender et en faire un outil d'émancipation. Donc, c'est un outil aussi qui vient de l'espace militant. Et ce qui est important de voir en France, quand ces termes arrivent, c'est que souvent, ils arrivent d'abord dans la sphère universitaire. Et la sphère universitaire française, elle est majoritairement blanche, masculine et validiste. Et donc, c'est intéressant de voir pourquoi aussi certains termes vont être dépolitisés, car mal traduits ou mal compris, parce qu'ils ne sont pas situés à la base, contrairement à la façon dont ils émergent dans l'espace anglophone. Donc, ce qui montre aussi que dans l'espace anglophone, il y a une tradition où le mouvement de la pensée va de la pratique à la théorie, ou que les deux se complètent. Et qu'en France, souvent, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une vision théorique de concepts qui sont réappropriés dans des espaces où, en plus, ce sont des espaces d'hyperdominance, où donc, du coup, la relation pratique au concept est quasiment gommée ou disparaît. Ce qui nous amène maintenant à la question de ce que c'était gay of color. Et queer of color, c'est une articulation supplémentaire de queer. Queer, c'est un terme qui a été assez rapidement critiqué, y compris dans les milieux militants anglophones,
puisqu'on s'est rendu compte que ça n'abordait pas l'aspect décolonial et l'aspect antiraciste. Donc, le terme a été ensuite réapproprié par les non-blancs, qu'ils soient militants, chercheurs, et on est arrivé à Queer of Color, qui donc là essaye d'englober le genre, sexualité, racisme, colonialité, génocide, esclavage, post-esclavage, exploitation de classe et perspective féministe. Voilà. Et donc, Queer of Color renvoie à une description sociale et identitaire double. Non seulement les personnes sont queer, mais elles appartiennent aussi aux minorités non blanches. Et donc, dans le terme queer of color tel que pensé dans la sphère anglo-saxonne, il y a l'hétéronormativité et l'homonormativité qui sont à déconstruire conjointement à la déconstruction des normes racistes. Et donc, c'était pour ça aussi qu'on s'est beaucoup intéressé à Gay of Color, parce que dans l'espace francophone, les personnes qui sont racisées, ou on va dire les personnes qui sont héritières de l'histoire de l'émigration et ou de l'esclavage, n'utilisent pas le terme de couleur. De couleur, dans l'espace francophone, c'est au contraire un terme qui est censé être un euphémisme pour ne pas faire référence à la question raciale, et c'est un terme justement que nous rejetons. Je donnerai un exemple très simple. Récemment, une journaliste de Paris Match m'a écrit en me disant « Je m'intéresse beaucoup au sort des personnes de couleur en France et je voudrais vous interviewer ». Bon, bah moi, on m'écrit de couleur, même pas je réponds. Parce que c'est pas possible en fait, on n'est pas des personnes de couleur. On est noir, on est arabe, on est afro-descendant. Et donc on en vient aussi toujours à la réappropriation des termes. Aujourd'hui, dans l'espace francophone, les termes qui existent et qui se développent, donc il y en a aussi, je pense que je ne connais pas, il y a justement afrodescendant. Moi, j'ai tendance à dire que je suis afrodescendante et noire, parce que ma camarade Nadira, qui est à ma droite, est afrodescendante et arabe. Et donc, du coup, ça nous permet de nous englober sous des identités qui sont communes, mais aussi de montrer qu'on ne vient pas de la même histoire. On ne vient pas de la même histoire de la colonisation, comme on ne vient pas de la même histoire de l'esclavage ou des choses comme ça. Dans les termes qui existent, il y a donc afro-péenne, afro-caribéenne, euro-caribéenne. Je me centre sur ce que je connais, hein, parce que j'imagine qu'il y a des termes pour les asiatiques et d'autres pour les arabes, mais je les connais moins, donc je ne les utilise pas. Et donc voilà, c'était aussi important de montrer comment certains termes sont repris tels quels. C'est-à-dire que nous, dans l'espace francophone, on se décrit comme queer of color. Parce que à ce jour, on n'a pas trouvé de meilleur moyen pour se représenter que d'utiliser le terme anglo-saxon qui sinon serait trop dénaturé si on voulait le traduire littéralement en français. Et donc, pour nous, c'était important de commencer avec l'appel à contribution de cette journée d'études pour montrer comment, dans la sphère universitaire, parfois, les termes peuvent être, ou pas que universitaires, hein, aussi dans la sphère politique, de politique publique, ou dans la société civile en général. Et donc, je vais donner quelques exemples qui sont connus de tous. Quand en France, on parle de discrimination positive, on fait référence au terme anglo-saxon qui est affirmative action. Affirmative action, ce n'est pas du tout la même chose. Dans discrimination positive, on entend un oxymore. En fait, discrimination, ça ne peut pas être positive. Alors que l'idée d'affirmative action, ce sont des actions affirmatives pour contrer les discriminations. Aujourd'hui, on essaye, dans les milieux militants, d'imposer par exemple le terme mesure correctrice, qui est plus, on va dire, représentatif de ce qu'on souhaite faire plutôt que discrimination positive. De la même façon, racial profiling est devenu contrôle aux faciès. Mais quand on nous contrôle, on ne contrôle pas notre face, parce qu'on n'aime pas notre face, on contrôle notre race. Et donc, le profilage racial, qui était en plus, était possible de le traduire comme tel, le profilage racial est devenu contrôle aux faciès. On est encore dans un euphémisme. Dans certains milieux, intersectionality, donc l'intersectionnalité, n'a pas été traduit comme tel, mais c'est traduit comme inclusivité. Dans la conception d'inclusivité, on sort de la conception d'intersection des discriminations et d'absence de hiérarchie, mais plutôt de relations entre des discriminations. Et dans inclusivité, en plus, on rentre dans cette logique qu'il y a le centre et qu'il y a les marges, et que le centre est gentil et accueille les marges, ce qui n'est pas du tout la même chose que intersectionnalité. Donc, et puis en dernier exemple, il y a ableism qui est devenu validisme, mais ça, Charlotte en parlera plus en détail, parce que able, c'est plutôt la notion de capable. Et donc, ça aurait plutôt pu être, on va dire, traduit par capacitisme ou des choses comme ça. Validisme, c'est pas la même notion, mais bon, ça, c'est Charlotte qui en parle, donc je vais la laisser faire. Et donc, le reste de l'intervention va donc porter sur ça. Les enjeux de la traduction littérale qui ne fonctionnent pas automatiquement hors du contexte politique dans lequel les termes ont émergé. Et puis, aussi les enjeux de pouvoir, parce que qui traduit? Dans quel contexte les termes sont traduits? Par qui sont-ils traduits?
Et donc, comment peut-on justement questionner l'usage de termes anglo-saxons dans des sphères universitaires et militantes et politiques françaises où l'homogénéité blanche, masculine et valide est encore de mise? Et je laisse la parole à Nadia. Ah, Charlotte. Moi, je vais vous parler de comment le handicap s'inscrit aussi dans le queer of color. Tout d'abord, le handicap est une construction sociale. Dès les années 60, aux États-Unis notamment, les personnes handicapées, souvent étudiantes, ont décidé de mener des actions pour conquérir leurs droits civiques et ont lancé ce qu'on a appelé le mouvement pour la vie autonome, Independent Living. La France a connu et connaît quand même quelques mouvements de personnes handicapées qui promeuvent ce modèle social, le mouvement pour la vie autonome, qui essaye de se démarquer de la médicalisation et de l'institutionnalisation du handicap. On peut citer par exemple les handicapés méchants dans les années 70 ou des collectifs tels que Non au report aujourd'hui en 2015. Mais donc ce modèle social reste encore relativement marginalisé en France. La loi française de 2005, qui est le pilier de la politique du handicap en France, elle garde encore trop les traces de la médicalisation du handicap. Du coup, la conception du handicap comme construction sociale est peu répandue en France, même si elle commence à arriver notamment par les institutions internationales qui l'utilisent dans les conventions qu'elles écrivent ou les textes qu'elles publient. Donc, comme dans la théorie queer, il s'agit d'interroger la pertinence de la notion d'identité et des possibilités qu'offre la multiplicité des représentations. Le handicap entre aussi dans cette acception du mot queer, dans le sens où il réinterroge les normes corporelles, et notamment dans les enjeux de la sexualité, du désir, de ce que l'on attend des corps genrés. Il est un défi aux normes corporelles, et donc en ce sens, le handicap est queer. Cependant, les critiques ont aussi émergé, notamment aux États-Unis et dans la sphère anglophone, sur cette première vague du mouvement des personnes handicapées autour du modèle social, qui était constitué majoritairement d'hommes blancs hétérosexuels. Donc ça a débouché en fait sur un manque de prise en compte des oppressions croisées. Et ça a exclu de ces rangs certaines femmes handicapées, racisées et ou lesbiennes par exemple. Donc sur cette question, je vous invite à écouter l'interview de Patty. My name is Patty Byrne, and I'm a co-founder and director of Sins Invalid. Sins Invalid is a disability justice-based performance project on disability and sexuality. It is an awesome experience. Leroy Moore and I co-founded the organization with Amanda Kostler and Todd Herman in 2006, and the project has just exceeded what we ever imagined, to the extent that we actually have a film now, a 32-minute documentary about the organization and about primarily the performance work. Well, we have been invited to screen at multiple film festivals, which is awesome. And most recently we were invited to go to Vancouver, which, for folks that don't know Vancouver is a very accessible city, and it's got a really active disability community. And it is 939 miles away from where I live in Berkeley, California. And because of the ableism of the airline industry, I am not really able to fly comfortably. I did last year for Sins Invalid. I went to Japan because there was no way to drive, and it hurt physically a lot. And so this time I am going to try to drive. Well, that's expensive. It's like a lot more expensive than flying. So we are trying to rent a van, get our gas costs paid for, and basically make the trip happen, which includes an overnight stay at a hotel in Portland, Oregon, for folks that are from Portland. And we're asking for support to get me up to the Vancouver Queer Film Festival. August 18th is when the film will be showing there, and so we have a deadline of August 1st to raise funds. I'm really excited to share the film with the community in Vancouver. I'm really excited to do disability justice workshops that are scheduled for up there, and it'd be great to have your support. So stay around for a minute, watch the video, and please donate what you can. It will absolutely
help the work of Sins Invalid, and moreover, the vision that all communities and bodies are valuable and beautiful. Thank you so very much. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de le dire juste avant la vidéo, mais donc Patty Burns, elle est fondatrice de Sins Invalid, donc qui est une organisation qui crée notamment des spectacles et des performances autour des questions du handicap et de la sexualité, avec un fort désir d'inclure les questions queer et de racisme. Donc voilà, donc les critiques du modèle du handicap comme construction sociale ont également émergé sur son manque de prise en compte des corps, du corps présentant le handicap comme uniquement environnemental et social. Donc sans bien sûr retourner au modèle médical, certaines personnes handicapées ont voulu quand même réintégrer la notion du corps et de ses effets matériels dans la prise en compte du handicap, le croisant encore une fois souvent avec des questions de corps racisé, de sexualité différente de la norme, etc. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du développement de la queer théorie et de l'articulation du handicap avec la notion de queer scolaire. Donc une nouvelle vision, accompagnée de nouvelles pratiques, est en train de se développer actuellement, notamment aux États-Unis dans la sphère anglophone, sous le nom de QUIP. Donc à l'image du mot queer, QUIP est la contraction d'un mot à l'origine stigmatisant, crippled, qui signifie estropié, boiteux, infirme, invalide, que les personnes handicapées se sont réappropriées pour présenter une nouvelle vision croisant différentes oppressions autour du handicap et ayant pour ligne directrice la prise en compte de la matérialisation des effets du corps et une interrogation sur la notion d'identité. Qui peut être considéré comme handicapé? Qu'en est-il des handicaps invisibles? Et comment appréhender la facilité qu'il peut y avoir entre le passage du statut de valide et de celui de handicapé? Durant ce début de présentation, nous avons donc utilisé le mot validisme. Mais il faut savoir qu'il commence à peine à être utilisé et reconnu dans la langue française. L'absence d'un terme pour la désigner montre l'absence de conceptualisation de l'oppression des personnes handicapées dans la sphère francophone. Validisme est donc la traduction anglaise d'able-bodiedness. Il est intéressant de voir qu'en anglais, les termes opposés sont tous deux construits autour d'able, à savoir disabled d'un côté et able-bodied de l'autre, tandis qu'en français, nous, on va parler de handicapé ou de valide. Donc tout comme handicapé, le mot handicapé, le mot valide a un sens plus large en français que celui qui désigne la catégorie de gens opposés à ceux qui sont handicapés. Valide s'applique à toute chose qui est vraie, qui fonctionne, qui a donc attrait à la réalité. En définition négative, cela revient à dire que le handicap, lui, sonne faux, il est un achoppement de la réalité, une erreur qui doit être corrigée. De plus, comme beaucoup de termes oppressifs, handicapé a été imposé par les dominants valides. Certaines personnes handicapées cherchent à se redéfinir autrement, parlant par exemple de diversité fonctionnelle au lieu de handicap, terme qui s'est créé en Espagne notamment. Il y a des forums de personnes ayant des diversités fonctionnelles. En anglais, cette catégorie de gens que nous, francophones, nommons valides, sera désignée par able-bodied, littéralement celui dont le corps est capable. Par extension, les anglophones parleront d'able-bodiedness pour qualifier ce qui touche à la validité. Comment comprendre en français la notion d'able-bodiedness? Car encore une fois, si l'on utilise la traduction validité, cela renvoie à une acception large au sens de ce qui est valide, vrai, fonctionnel, réel, mais ne met pas en relief le contenu théorique présent dans able-bodiedness. Si les disability studies commencent à avoir une résonance en France, cela reste encore dans un cercle d'initiés où émergent déjà certains problèmes. Tout d'abord, la traduction même de disability studies, qui aurait tendance à se faire par études sur le handicap. Il y a le problème de traduction de disability par handicap, mais il y a aussi le questionnement sur l'utilisation du complément sur, pour lier les deux noms. Bien qu'il n'apparaît pas en anglais, puisque disabled est utilisé comme un adjectif de studies. Le mot sur donne une vue surplombante extérieure qui peut présenter le handicap comme un objet passif, ce qui est loin d'être l'objectif des disability studies.
Littéralement, il faudrait traduire étude handicapée. Mais l'adjectivation du mot handicap n'est pas du tout commune dans la langue française. Cette absence d'adjectivation pose question, car il interroge sur la capacité à penser le handicap comme pouvant qualifier ou définir un nom, mais il interroge également sur l'utilisation que la langue française en fait comme adjectif. Un adjectif handicapé existe en français, et il s'applique de façon beaucoup plus large que pour désigner la catégorie spécifique qu'il représente. Il est utilisé pour qualifier un sujet qui se trouve dans une situation difficile due à des limitations souvent corporelles, même si ces limitations sont ponctuelles et non constitutives de son identité. Ce qu'il est important de souligner, c'est que l'utilisation de l'adjectif handicapé, mais aussi de toute autre forme de mot venu de handicap comme handicapant ou handicapante, qualifie une situation négativement. Ces formes sont utilisées pour exprimer un manque, une faiblesse, une difficulté, et que dans cet esprit-là, il peut sembler compliqué de qualifier les études d'handicapés. Pour que cela soit possible, il faudrait entendre le mot handicapé comme certes se rapportant au handicap, mais de façon neutre, comme qualifiant ce sur quoi portent les études en question. Ce problème de l'utilisation du terme handicapé comme adjectif en français est récurrent dans la traduction d'un texte comme l'introduction du livre de Robert McCruer, donc un des fondateurs de la Queer Theory. Son livre, Queer Theory, Cultural Science of Queerness and Disability. Rien que dans son premier sous-titre, on voit un exemple, puisqu'il parle de disabled existence. Donc on peut traduire par existence handicapée, même si en français cela peut avoir une certaine cohérence. Le sens commun va amener à comprendre cette dénomination comme négative, pour les raisons citées ci-dessus. Or, il ne s'agit pas du tout de cela dans le texte de McCruer, bien au contraire. L'adjectif disabled est utilisé pour faire référence à une véritable culture handicapée, au sens d'une culture qui s'est créée à partir d'un ressenti commun de personnes ayant une différence corporelle suffisamment importante et durable pour les exclure de ce que les dominants appellent la normalité. Au-delà de la création d'une cartographie des corps capables, il s'agit de réfléchir au lien profond qui unit le corps et les capacités, qui fait qu'un corps n'est valable que s'il est capable. C'est cette remise en question que provoque la centralité du handicap, et elle est perceptible par l'usage constant du terme able dans la construction anglophone des mots se rapportant au handicap. Dans l'utilisation qu'a fait McCruer, il s'agit de mettre en mots un système politique de domination institué par un groupe d'individus se distinguant de ceux désignés comme handicapés. Encore une fois, basé sur les capacités corporelles, la validité entendue dans able-bodiedness est une identité historico-sociologico-politiquement créée. De là découle un système que nous, francophones, commençons à qualifier de validiste, à la lumière de mots tels que sexiste, raciste, par exemple. Pour McCruer, la validité est une identité construite, au même titre que l'identité handicapée, et elle produit le validisme lorsqu'elle devient dominante et oppressive. Donc pour finir, je vais expliquer en quelques mots comment le handicap et les normes validistes sont au cœur des enjeux intersectionnels. Donc la question du validisme est très peu posée lorsqu'on parle d'intersectionnalité, alors qu'elle est au centre d'une reconfiguration des corps et des rapports de domination qui se jouent sur eux. Le handicap, comme tout autre stigmate de domination, est un produit social qui permet de justifier, souvent avec des arguments naturalistes, une situation de domination. Longtemps et encore aujourd'hui, le handicap est souvent considéré comme médical, comme une tragédie personnelle qui dépend d'un destin individuel et qu'il faut chercher à guérir. Il est donc nécessaire de repolitiser cette question et de la remettre au centre des réflexions intersectionnelles. En effet, l'intersectionnalité est un outil puissant de changement de la conception classique en sciences sociales qui consiste à regarder du centre vers l'image. La proposition d'une prise en compte des intersections de domination permet une reconfiguration de la perception de la société en sortant d'une vision pyramidale et en allant vers une compréhension du monde où les discriminations interagissent et se renforcent les unes les autres.
Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à Nadia. Merci. Donc c'est ainsi que nous revenons à la question de la traduction. Donc cette dimension subversive de l'intersectionnalité qui vise à décentrer le regard ne fonctionne plus lorsqu'elle est traduite par inclusivité. Donc le principe même d'inclusion pose problème, comme l'a rappelé précédemment Amandine. Bien que reconnaissant l'exclusion précédemment faite, il s'agit moins de réformer la conception globale de la société que de maintenir la norme au centre, mais avec quelques aménagements. La question de l'inclusion suppose aussi que l'on puisse rendre la norme plus flexible afin qu'elle ne soit moins discriminante. Mais est-ce possible et même souhaitable? Ou alors on peut s'interroger sur la façon dont est reprise l'intersectionnalité en France, et surtout quand elle est traduite par inclusivité. Est-ce qu'il s'agit de s'assurer que la norme masculine, hétérocentrée, validiste et racialement oppressive soit maintenue, mais en douceur? Ou s'agit-il de limiter la dimension subversive et émancipatrice pour les personnes situées dans les marges, en réduisant l'intersectionnalité à un outil de lutte contre les discriminations? Donc, je vais parler de l'évolution de la traduction des enjeux politiques du vocabulaire, en prenant l'exemple de l'évolution du sigle LGBT qui est assez connu en France. Donc, les différentes mutations du sigle LGBT sont une bonne illustration des limites de la conception de l'intersectionnalité comme outil d'inclusion. En effet, on retrouve dans ces combats pour la représentation de toutes celles et ceux qui n'appartiennent pas à la norme la dimension des enjeux de pouvoir, de narration et de représentation. Ce qui a été rapidement reproché à ce sigle, c'était l'invisibilité des identités de genre et des orientations sexuelles les plus minoritaires et les plus méconnues. En France, en parallèle de la transformation du sigle LGBT en LGBTQIAA+, voilà, l'expression personne non hétérosexuelle cisgenre a longtemps été préférée. Ça a évité de rajouter beaucoup de choses. Donc, de même aux États-Unis, ils ont eu aussi cette réflexion. Donc ces changements de sigle sont intéressants à étudier pour comprendre l'évolution politique de ces tentatives d'inclusion et de gestion de la place des alliés hétérosexuels cisgenres dans ces combats. Donc certaines initiales ayant même été récupérées, comme le A dans LGBTQIA+, qui est censé désigner les asexuels ou les agenres, qui a été détourné pour alliés. Voilà. Donc cette question, effectivement, il y a même eu l'interférence des hétérosexuels qui ont cherché à imposer leur initiale H pour hétérosexuel ou S pour straight en anglais. Donc voilà, c'est persistant. Donc cette question des alliés hétérosexuels cisgenres se retrouve ainsi dans la dénomination de certains cercles féministes qui se disent inclusifs. Donc autant d'exemples illustrant la nécessité pour les marges de s'auto-déterminer et de veiller elles-mêmes à la diffusion et à la mise en pratique de concepts et de terminologies émancipatrices qu'elles mettent en place. Donc la petite deuxième partie, c'est la création d'un vocabulaire pour les marges à partir des marges. Donc récemment, un nouveau mot parapluie est arrivé dans l'espace francophone. Il s'agit du mot MOGAI, donc Marginalized Orientations, Gender Alignment and Intersex. Si on traduit littéralement en français, ça donne OMAGI, O-M-A-J-I. Voilà, orientation marginalisée, alignement de genre et intersexe. Donc MOGAI n'enterre pas non plus le sigle LGBTQIAA+, AA+, ou bien un seul A de plus, donc dans lequel de nombreuses personnes continuent de se reconnaître, ne serait-ce que parce qu'ils ont grandi avec ces sigles. Il y a 15-20 ans, quand vous entriez dans le mouvement militant, on est LGBT, donc 20 ans plus tard, on est quelque part toujours un petit peu LGBT, qu'importe les terminologies qui sont arrivées avec. Donc, il y en a qui se reconnaissent toujours dans les anciens sigles, il y en a qui en veulent des nouveaux. Voilà. Donc, d'autant plus qu'une nouvelle fois, les termes recouverts par MOGAI sont quand même assez flous, puisque basés sur des concepts anglo-saxons et qui ne sont pas forcément immédiatement compris en France ni reconnus. Donc, ce qui recouvre des réalités matérielles assez différentes. En ce qui concerne le genre, juste le genre, à ce jour, en anglais, on en décompte une vingtaine de termes différents, sachant que certains peuvent se combiner, donc ça en fait beaucoup.
Et cette multiplication du nombre de genres revendiqués, tous autant comme des identités sexuelles et ou des cultures, chacune distincte, illustre une volonté politique émergeant des marges pour se définir elle-même, pour elle-même. Donc queer, LGBT, LGBTQIA+, queer, queer of color, mogai. Donc c'est autant d'appellations recouvrant des identités et des parcours politiques et militants distincts qui interagissent entre eux. La littérature scientifique anglo-saxonne a accompagné et s'est développée conjointement aux réflexions issues du monde militant. On assiste donc dans la sphère anglo-saxonne à une normalisation sémantique des productions conjointes ou concurrentes, mais considérées également valables. Donc il n'y a pas forcément de hiérarchisation entre les deux productions. Donc à la fois des universitaires et à la fois des marges des sociétés anglo-saxonnes. Néanmoins, la prédominance des anglo-saxons dans la production scientifique et littéraire, que ce soit issu des universités ou du militantisme, sur les questions intersectionnelles, ne suffit pas à expliquer la soif d'emprunt des francophones pour les termes anglo-saxons. Ce vocabulaire autonominatif, issu des milieux militants anglo-saxons, est arrivé tel quel et utilisé tel quel en anglais en France. On n'arrive pas à les traduire et on les utilise en anglais. Donc on utilise en fait des conceptualisations anglophones pour nous autodéterminer dans le contexte français. Donc, on emprunte, on transpose ces concepts dans des espaces différents, voire radicalement différents, sans recontextualiser nous-mêmes pour nos propres codes et pour nos propres marges. Ce déficit de conceptualisation et ces emprunts continuels à la sphère anglophone sont les révélateurs d'un malaise bien français en rapport avec la dimension performative du langage. Nommer et parler des questions raciales, de genre, de handicap, d'orientation sexuelle dans l'espace public, militant ou universitaire revient à faire exister ces questions, à les légitimer et donc à ouvrir la voie à des revendications. Et c'est pourquoi les espaces de parole et surtout de reconnaissance et de développement institutionnel et de réflexion pour ces sujets sont très très importants et font cruellement défaut en France. Donc les questions de genre ont fait leur apparition officielle à l'université française. Et il y a peu, nous sommes encore très loin des gender studies et autres post-colonial studies ou disability studies à l'américaine enfin bref, comme les anglo-saxons. Donc aujourd'hui en France, c'est au niveau des réseaux sociaux que s'opère la majorité de la circulation des idées et des transmissions des concepts, à la fois militants mais aussi universitaires. On parle beaucoup de l'université dans les milieux militants. Et donc à titre d'exemple, en fait, c'est vrai en faisant un petit peu la préparation de notre conférence, on a évoqué donc Hip-Hop Nation, et en fait on s'est rendu compte qu'on l'avait plus ou moins tout découvert sur Internet, mais chacune par des biais différents, et beaucoup par l'émission donc Case Rebelle sur Internet. Et Amandine a contacté Noémie parce qu'elle avait eu connaissance de son blog, qui elle-même nous a été conseillée par Charlotte. Voilà, donc c'est grosse circulation d'idées, de concepts américains, d'artistes qui se mettent on met en valeur aussi en France. C'est très bien. Donc la notion, et oui, je voulais aussi également parler d'une notion intéressante qui s'appelle donc la frontière. La frontière comme alternative. Donc Internet, c'est donc un outil permettant d'abolir les frontières institutionnelles pour celles et ceux qui développent des réflexions et des outils d'émancipation dans l'espace militant et ou associatif et ou artistique en France. Donc le mot et la compréhension de frontières comme ligne de démarcation entre la norme et la marge, c'est un mot qui est familier en français, on l'a longtemps étudié, je crois des années 70, on a commencé à parler de frontières sexuelles et autres. Donc frontières sexuelles de genre, de race, de sexe, de la perception de la validité des corps, de normes de couple, sans compter les interactions intersectionnelles qui peuvent faire émerger des frontières nouvelles et impensées. Mais cette conception classique de frontière ne me permet pas forcément de dépasser les limites conceptuelles et pratiques de la notion d'inclusivité, par exemple. Donc les enjeux de ces nouvelles frontières sont extrêmement importants et ne sont pas que des transgressions théoriques, rhétoriques ou esthétiques. Elles s'inscrivent dans le concret, dans le matériel et la survie des personnes concernées. Donc qu'il s'agisse de remettre en cause les normes passées et actuelles, de faire reconnaître le statut de victime, de la criminalisation des délits et des crimes liés aux violences faites aux marginalisés de ces normes,
Tout ça, c'est concret. On n'est plus dans le théorique, on est dans le concret, dans la survie, dans des choses qui tiennent de l'identité de soi et de la survie sur Terre, tout simplement. Donc les enjeux de ces placements, donc la façon dont on place ces frontières façonne aussi notre esprit et notre monde. Les enjeux du placement de ces frontières sont donc principalement positifs et émancipateurs, mais il faut aussi faire attention. Donc le placement de ces nouvelles frontières ne peut correspondre qu'à un glissement des marges. Il peut ne favoriser que le passage d'une norme à une autre plus élargie. Mais en faisant ça, on court le risque de laisser de côté les plus marginalisés du premier endroit. Donc c'est pourquoi le concept de frontière, Borderlands, la frontera, tel que développé par Gloria Evangelina Anzaldúa en 1987, semble fort approprié dans une perspective de résolution des enjeux politiques de traduction, donc des concepts et des mesures correctrices d'inégalité. Donc Anzaldúa développe l'idée d'un lieu où se tenir, une position particulière qui n'est ni celle de la périphérie ni de la marge. Un entre-deux territorial, un trait d'union, une césure, une limite invisible à la fois physique, symbolique et spirituelle. Pour Anzaldúa, changer le sens de la frontière ne signifie pas qu'il faut pousser les lignes toujours plus loin, mais bien de changer le sens symbolique de celle-ci. Plutôt que de n'y voir qu'une source de division et de souffrance, il est temps d'y voir une position de ressources, voire une position stratégique. Donc Anzaldúa opère ça consciemment au niveau linguistique, en employant à la fois l'anglais et l'espagnol dans ses écrits. Donc c'est à la fois un défi esthétique et politique, dans lequel elle utilise plusieurs niveaux de lecture et de compréhension, tout en s'adressant à plusieurs auditoires en même temps. Elle travaille ainsi aussi bien sur les concepts d'intelligibilité et d'inintelligibilité, ce qui est compris et ce qui n'est pas compris, ou ce qui ne peut être compris, lié au vécu et au positionnement social de chacun, au-delà de la langue elle-même, et aussi au-delà des prérequis du savoir. Donc son travail est empreint d'une résistance rhétorique, discursive, orale et poétique à l'encontre des dominations liées aux transmissions du savoir, et tout ce travail reste extrêmement avant-gardiste près de 30 ans plus tard. Donc d'ailleurs, pour respecter ce travail, les traducteurs de la conscience de la mestiza d'Anzaldúa dans les cahiers du CEDREF en 2011 ont procédé d'une manière très précise. Eh oui. On vous lit. Donc Anzaldúa utilise des expressions espagnol-chicano et suivi d'une traduction en anglais. Donc comme Borderlands, la frontera, les traducteurs ont fait de même. Vous savez que les mots en anglais ont été traduits en français, tandis que les mots espagnols ont été laissés en espagnol. Donc il y a quand même en note une traduction littérale pour les non-hispanophones et un ensemble de notes pour contextualiser les expressions de certains termes. Donc le comité de traduction parle dans ce cas de respect actif. Donc quant à ce procédé de traduction, et c'est le début d'une réflexion sur la dimension politique et éthique du travail de traduction au sein de l'université française est aussi à noter. Donc je vais faire une citation du comité de traduction des cahiers du CEDREF. Donc je cite. Donc, l'espoir de contribuer à des alliances transnationales entre féministes lesbiennes et queer of color, mais aussi avec des féministes lesbiennes et queer blanches, antiracistes et décoloniales, apporte la motivation et l'énergie indispensables au long effort de traduction. La compréhension entre cultures différentes et hiérarchisées exige un travail de réédition à l'autre, à sa pensée, à sa manière de l'exprimer, à sa langue, du respect actif. Il s'agit de comprendre que l'on ne comprend pas, de comprendre que l'on ne peut ni supposer que l'autre est différent, ni qu'elle est identique à soi, de s'effacer, ou plus exactement, d'être attentive à la trace personnelle, à l'ombre portée de notre présence dans le texte. Il faut sans cesse se souvenir que comprendre chaque mot est insuffisant pour comprendre les propos de l'auteur. En plus de la logique et de la rhétorique du texte, il faut percevoir les silences aussi et leur profonde signification. Plus que traduire au sens positiviste et mécanique,
Donc, on est en situation d'essayer d'interpréter avec éthique et responsabilité les propos d'auteurs appartenant à un autre univers quotidien, social, économique, culturel, ethnique et racial. Merci. Et donc, comme vient de le montrer Nadira, il y a donc un début de travail de réflexion autour de la dimension politique et éthique de la traduction qui est en train de s'opérer aujourd'hui dans l'espace francophone. Donc, tout n'est pas perdu, il se passe des trucs. Et donc voilà, donc c'est intéressant de voir que c'est quand même un petit peu réfléchi, mais après, voilà, je veux dire, ça reste le CEDREF. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça ne se joue pas non plus que dans les sciences sociales, ça se joue dans tous les niveaux de l'enseignement, et qu'effectivement, on a tendance à ne pas avoir la traduction comme une question politique. Alors qu'on sait très bien que la façon dont on traduit un texte, on peut même lui faire carrément dire l'inverse. Nous, on a eu récemment des problèmes avec un groupe politique qui utilise Audre Lorde en gommant tout à fait la dimension queer et James Baldwin aussi, pour leur faire dire quasiment l'exact opposé de ce qu'ils disent dans les textes originaux, parce que effectivement, si on ne maîtrise pas la question, ça a forcé certaines amies à nous à reprendre le texte original et à retraduire à côté en disant c'est pas ça qui est dit dans la discussion, parce qu'effectivement tout dépend de qui traduit et de quelles sont les intentions derrière. Et aussi de saucissonnage, effectivement, parce que est-ce qu'on a vraiment bien le texte dans son intégralité ou est-ce qu'on a aussi gommé les parties qui ne nous intéressent pas. Donc, je vous ai mis derrière des images pour parler d'une autre façon, d'un autre accès à l'autodéfinition, puisque justement on voit que les enjeux de traduction en France sont aussi des problématiques liées aux questions de pouvoir, puisque comme je le disais en introduction, l'université française est encore majoritairement blanche, voilà, masculine et validiste, et donc c'est vrai que comme dans toutes les sphères, on va dire mondiales où il y a des oppressions, les endroits où se jouent finalement des nouvelles formes d'émancipation, d'autodétermination se trouvent aussi beaucoup dans le milieu artistique. Et donc, comme aussi l'a dit Nadira, on a donc découvert l'existence de Clip Hop Nation récemment, qui est un groupe qui a été monté par Leroy Moore, qui est donc un homme noir handi, et qui travaille avec Sins Invalid. Et donc voilà, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de montrer que dans la tradition universaliste, humaniste de la République française qui se dit et se veut une et indivisible, c'est assez peu compatible avec une tradition communautaire des pays anglo-saxons. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à importer ces questions-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'autodétermination, on revendique sa différence et on revendique d'exister par rapport à sa différence, ce qui, avec la logique traditionnelle française, ne peut pas coexister en fait. Ça demande vraiment une refonte de la pensée générale. Là, pour le coup, c'est pas qu'universitaire, c'est vraiment sur les mythes de la nation, sur comment on se conçoit comme Français, qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à cette nation-là. Et donc, même l'idée de lutte contre les discriminations en France, elle est très récente. Elle date de 96, de la période 96-99, et elle est effective depuis 2000-2001. Donc là, sur l'échelle d'une nation, c'est vraiment très, très, très récent. Et sur même l'échelle du reste du monde occidental, parce qu'on va comparer juste au monde occidental, c'est très tardif et c'est surtout impulsé par les directives européennes. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui concerne la parité, en France, c'est arrivé sur la pression de l'Europe. C'est pas du tout une volonté qui émerge c'est pas une politique nationale. Ce sont vraiment des mesures qui arrivent dictées par l'Union européenne. Et donc, au niveau des traductions, on voit bien qu'il y a une mise en relief dans le champ de la traduction des termes des stratégies d'évitement des analyses raciales, patriarcales, hétéronormatives et validistes, comprises dans les concepts anglo-saxons, puisque justement ça vient percuter frontalement toute la mythologie française et la façon dont on se construit. Et donc, c'est majoritairement le fait d'individus ou d'institutions, mais encore une fois d'institutions qui ne sont pas des grosses machines, donc des institutions comme le CEDREF, que viennent de nouveaux modes de traduction ou de nouveaux modes d'expression. Et donc, c'est pour ça que nous, on est tout à fait en faveur et qu'on était contente de venir aujourd'hui et qu'on est très contente qu'ensuite vous voyez la performance de Noémie, de la prise en charge par les personnes discriminées des concepts, de la narration, de la nécessité d'exister dans l'espace public de toutes les façons qu'on peut. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, on a tenu à parler d'Internet, qui est pour nous un outil essentiel, qui nous permet d'exister, qui nous permet de communiquer. C'est quand même vraiment très important. Moi, je veux dire, Noémie, qui est à Lyon,
et qui est dans sa situation, j'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas Internet. On a accès à sa pensée, on a accès à ses performances, et ça c'est quelque chose de très très nouveau. Et donc aussi aujourd'hui, on a accès à la parole des personnes qui sont dans des situations d'oppression et qui peuvent elles-mêmes définir ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas, et comment elles souhaitent se définir et se présenter et lutter. Donc on va regarder maintenant justement un montage de ce que fait la compagnie Sins Invalid aux États-Unis. Et puis dans le montage, vous verrez aussi donc Leroy Moore qui fait partie de Crip Hop Nation, enfin qui a monté Crip Hop Nation dans une performance. Et puis après, eh ben, on ira voir la traduction dans l'espace francophone par Noémie de ce qui se fait dans le monde anglophone. Sex and disability are two words that you don't often hear together. And if you do, it's like, oh, those people have sex? Is there such thing as a crippled vagina? Is there such thing as the weaker gender? Labia minora, labia majora, in the name of the mother, in the name of the great goddess, we honor the sacredness of our bodies, liberate ourselves and our daughters from the darkness of a history that condemns our vaginas to silence and shame. My vagina will go out, dressed in feminist metaphors. She'll come out of the closet, transformed. She'll become woman warrior, priestess, peacemaker, mother river between my legs that shall baptize and bless my words. Most artists with disabilities have not had a chance to incubate their work publicly. There are no spaces where we get celebrated. We don't usually get directorial feedback that is not trying to shove our disability or our race or our class or our gender away. For once, you see something to do with your life depicted on stage. It blows your mind. I'm right behind you. I'm black like you, my brother. Yeah, the black cripple. Look at me, hear this. It's a lonely world. Self-employment, self-love, putting society's attitudes on the shelf. Black sisters don't know what they are missing. See a black woman, meet a black disabled man. We were trained to fear, compete, and not talk to one another. Is this why all my intimate relationships are with white women? Race plus disability divided by sexuality equals, huh? Have you been called less than human? Just another example of what a cripple looks like. Have you been asked not to breathe? There is no right or wrong body of a conscious, revolutionary mind. Another example of what a cripple looks like. I got you, they got, we all got. That's right. Yeah, I got you, they got, we all got. We got them from all angles. All angles. I got you, they got, we all got.
Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Mais le corps opprimé et considéré hors norme peut aussi devenir un outil de résistance aux normes imposées à travers, notamment, la performance. La performance est conçue comme une assignation normative qui, à travers la répétition et la réitération des gestes, des postures, des mots à travers le corps, naturalise et reproduit le genre. Toutefois, si d'un côté, la performativité est contraignante, la performance peut subvertir les normes au lieu de la reproduire. Comment? Par les mêmes moyens que la performativité, à travers la répétition, toujours inadéquate. La performance permet de transformer le corps stigmatisé en outil de questionnement de l'ordre normatif. C'est ainsi que le corps, symbole d'une mise à l'écart sociale, peut se transformer en une force de réaffirmation.
tus ojos me enamoré la prima vez que te vi, de tus ojos me enamoré, de aquel momento te amé, fino alla tomba ti amaré, de aquel momento te amé, fino alla tomba ti amaré. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Descúbrete y háblame secretos de tu vida. Descúbrete y háblame secretos de tu vida. La prima vez que te vi, de tus ojos me enamoré. La prima vez que te vi, de tus ojos me enamoré. De aquel momento te amé, fino alla tomba ti amaré. De aquel momento te amé, fino alla tomba